Oh, c'est là. Bien, alors bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui pour assister à la conférence de Mme Julie Miville-Deschênes. On a le très très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous donc la présidente du Conseil du statut de la femme, qui va venir présenter une conférence qui s'intitule « L'égalité des sexes au Québec, encore un enjeu ». Donc, point d'interrogation. Il me semble que les débats qu'on a au Québec depuis 2 semaines démontrent qu'on a déjà on a la réponse à la question, mais j'ai très très hâte donc d'entendre Madame la Présidente aujourd'hui. La conférence aujourd'hui est organisée par 2 centres de recherche, le GEDEL, groupe d'études en droits et libertés de la Faculté de droit de l'Université Laval, donc qui mobilise une quinzaine de professeurs de la Faculté de droit autour de problématiques liées justement aux droits et libertés de la personne. Et le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, qui, comme son nom l'indique, est un centre interdisciplinaire et interuniversitaire. Et on a également une masse critique de collègues à l'Université Laval qui sommes actifs à l'intérieur de ce centre-là. D'ailleurs, le GEDEL va organiser, je profite du fait que j'ai un public captif devant moi, pour faire une petite publicité. Le GEDEL va organiser bientôt un atelier d'éducation aux droits et libertés de la personne, donc dans la région de Québec, les défis auxquels on est confronté dans la région de Québec par rapport à l'éducation aux droits et libertés de la personne. Alors, surveillez donc les babillards, vous devriez avoir les informations prochainement. Donc, petite présentation de notre conférencière d'aujourd'hui. Madame Miville-Deschênes est présidente du Conseil du statut de la femme depuis le 15 août 2011. Elle fut auparavant journaliste à Radio-Canada pendant plus de 25 ans, occupant tour à tour le rôle de correspondante à Toronto, Ottawa et Washington. De 2007 à 2011, elle exerça la fonction d'ombudsman pour les services français de Radio-Canada et elle est devenue la première femme ce faisant à occuper ce poste. Elle est détentrice d'un diplôme de 2e cycle en prévention et règlement des conflits de l'Université de Sherbrooke, d'une maîtrise en journalisme de l'Université de Columbia de New York et d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à notre conférencier. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette belle présentation. Merci de me recevoir parmi vous. Évidemment, étant donné l'actualité des dernières semaines, je ne sais pas si vous avez le temps, étant donné vos cours, de lire les journaux, je me disais qu'on pourrait peut-être commencer par un petit sondage dans la classe, en vous demandant tout simplement qui ici se considère féministe, et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez lever la main? Wow! Alors, c'est presque l'unanimité. Donc, évidemment, vous avez vu cette semaine qu'il y a toutes sortes de définitions qui circulent de ce mot. On a un peu ultra simplifié le débat dans la foulée des propos des 2 ministres, parce qu'en fait, oui, il est clair que le féminisme, ça veut dire croire à l'égalité des femmes et des hommes, y travailler, mais le mot a aussi revêtu d'autres significations, parce qu'on ne peut pas oublier que le mouvement féministe, c'est aussi un mouvement historique. Et la 2e vague féministe qui a commencé dans les années 70, moi, je suis un peu trop jeune, là, mais je suis presque le fruit de cette 2e vague de féminisme, était à l'origine un mouvement très militant, très revendicateur, exclusivement féminin, et qui a laissé des traces et qui a fait des choses absolument extraordinaires. Mais dans une révolution, je vous dirais qu'il y a toujours quelques plumes arrachées. Je pense à un dossier, quand je suis arrivée au Conseil du statut de la femme, qui m'a particulièrement interpellée, c'est celui des femmes au foyer. C'est-à-dire qu'à force de dire aux femmes d'aller travailler, ce qui est évidemment la meilleure chose à faire dans un contexte où on cherche à ce que les femmes deviennent autonomes, il y a eu un regard un peu condescendant sur les femmes, et il faut bien dire que ce sont surtout des femmes, c'est là où le bas blesse, qui choisissaient d'arrêter et de passer quelques années avec leurs enfants. Or, dans le cadre du Conseil du statut de la femme, puis vous irez voir dans la Gazette des femmes, j'ai commencé à essayer d'ouvrir un peu là-dessus, parce que dans le fond, une fois qu'on respecte les choix des femmes, il faut respecter tous les choix des femmes. Et bien sûr, ce qui vient avec le fait d'arrêter de travailler, de rester quelques années à la maison, c'est le risque. C'est le risque de ne plus avoir de carrière, de ne plus avoir d'entrée de fonds autonomes et de se retrouver, si les choses tournent mal, à la merci donc d'un partenaire. Mais vous qui êtes à l'école, vous qui étudiez, ces risques-là sont quand même
moins élevé qu'il était à une autre époque où la seule fonction de la femme, c'était de faire des études et immédiatement, dès que les enfants arrivaient, de rester à la maison. On n'en est plus là. Il y a beaucoup de choix. C'est presque plus difficile dans un sens parce qu'on essaye de tout faire à la fois. Mais donc, je vous incite à donc ne pas avoir peur de ce mot, bien qu'on y associe toutes sortes de significations différentes. Mais je suis venue ici pour vous parler de choses beaucoup plus sérieuses, qui sont les liens entre le droit et les enjeux de conditions féminines. Donc, comme vous êtes des étudiants, vous savez sans doute que depuis 2008, on a renforcé le droit à l'égalité des femmes dans la Charte québécoise des droits et libertés, en ajoutant, il y avait déjà l'article 10, mais on a ajouté deux petits membres de phrase qui effectivement renforcent ce droit. Dans le préambule d'abord, ça devient donc une clause interprétative, j'imagine, monsieur le professeur. Et donc, on a rajouté cette idée que, considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes, puis là, ça continue, et aussi à l'article 50, les droits et libertés énoncés dans la présente charte sont garantis également aux femmes et aux hommes. Alors, évidemment, on peut penser que tout ça est hautement symbolique, mais le Conseil avait travaillé très fort à l'époque de ma prédécesseure, Christiane Pelchat, pour modifier la charte, pour effectivement envoyer un signal haut et fort que l'égalité des femmes et des hommes faisait partie des valeurs, on l'a beaucoup dit là, mais des valeurs importantes au Québec. Et je vous dirais qu'on est assez fiers de ces ajouts qui sont dus, comme beaucoup d'autres ajouts aux lois, à des luttes que des femmes ont fait au fil du temps. Alors, est-ce que, puisque l'égalité des sexes est mentionnée 3 fois dans la charte, est-ce que ça veut dire qu'on vit dans une société égalitaire? Eh bien, j'imagine que vous savez que non. On n'est plus du tout dans la même société qu'on était dans les années 60-70. On a fait des progrès absolument immenses. Le nombre de femmes dans cette classe en est évidemment un exemple. Vous le savez, dans les facultés universitaires, les femmes comptent pour 60% des effectifs étudiants. Donc, elles sont majoritaires, alors qu'à une époque, l'idée d'aller à l'université pour des femmes était extrêmement difficile. Mais je vous donne quelques chiffres en rafale qui vont vous montrer assez rapidement qu'on n'est pas arrivé à l'égalité. Le revenu d'emploi des femmes travaillant en temps plein toute l'année correspond à 75% de celui des hommes. L'écart est moins important pour le salaire horaire moyen, parce qu'évidemment, on enlève là le temps supplémentaire et tout. Les femmes sont à 88% du salaire des hommes. Donc, il y a encore un écart. Les finissants au MBA, à la recherche de leur premier emploi, se voient offrir en moyenne des salaires de 8 000 $ de moins que ceux offerts aux finissants masculins. On parle là de larges études et de jeunes finissants et finissantes qui n'ont pas d'enfants et qui sont tous, comment dire, extrêmement ambitieux. Alors, à l'entrée, premier travail, on offre un salaire moins élevé aux femmes. 76% des familles monoparentales sont dirigées par une femme. Le tiers d'entre elles vivent sous le seuil de la pauvreté. 61% des travailleurs rémunérés au salaire minimum sont des femmes, alors qu'on constitue la moitié de la population. 41% des travailleuses qui n'ont pas complété leur secondaire gagnent moins que 20 000 $. C'est le cas pour seulement le quart des travailleurs. Alors là, c'est très important de comprendre cette différence. C'est que chez les pauvres, chez ceux qui non seulement sont plus pauvres, mais ont moins fait d'études, il y a plus de femmes qui gagnent moins de 20 000 $ que les hommes. Et vraiment une différence assez importante. Ce déséquilibre, que montre-t-il? Que dans les emplois traditionnellement masculins, qui demandent peu d'études, on parle ici de ouvriers, manœuvres, travailleurs de la construction, ces métiers-là sont mieux payés que ceux que les femmes occupent traditionnellement, serveuses, coiffeuses, vendeuses, aides domestiques. Or, c'est là que nos lois, et même l'équité salariale ne s'applique pas, sont absolument impuissantes. Parce que la société, historiquement, a accordé une valeur différente à certains emplois au fil des ans. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent qui montre à quel point la valeur qu'on accorde à un travail est totalement subjective. Un col bleu qui bouche des trous d'asphalte
donc il met de l'asphalte dans des nids de poules, pardon, peut gagner 25-30 $ de l'heure. Une auxiliaire domestique qui travaille pour une OSBL, qui s'occupe de personnes âgées, donc qui va au domicile de ces personnes, qui s'occupe de leur hygiène, qui essaye de les rassurer, qui ont des conversations avec elles. Vous le savez, ça prend un peu de psychologie, ça prend une certaine douceur, une certaine sensibilité, de la force parce qu'il faut porter cette femme-là, ou cet homme, les femmes vivant plus vieilles, c'est surtout des femmes, gagnent le salaire minimum. Alors, comment se fait-il que dans une société, on valorise si peu le soin aux personnes âgées qu'elles sont payées au salaire minimum quand elles ne travaillent pas pour les services publics, alors que quelqu'un qui prend une pelle, qui remplit un trou, est payé 25 $ ou 30 $ de l'heure? C'est une question intéressante quand on parle de la valeur des différents métiers. Donc, dans ces rapports entre le droit et l'égalité homme-femme, je veux d'abord vous parler de la violence sexuelle envers les femmes, parce que c'est évidemment, de mon point de vue, l'aspect le plus troublant de cette inégalité restante. Il y a plein d'endroits, et vous le voyez ici, où il est difficile de voir des signes d'inégalité entre les sexes. Mais quand on voit et quand on connaît les chiffres de la violence sexuelle, on se rend compte que c'est dans l'intimité que les stéréotypes et les inégalités de sexe demeurent les plus importantes. Donc, encore une fois, sous la pression du mouvement des femmes, le Code criminel a été modifié en 1983 pour remplacer le crime du viol par le crime d'agression sexuelle. Un grand progrès pour plusieurs raisons. D'abord, un homme pouvait être accusé d'avoir violé, d'avoir agressé son épouse. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était un peu comme si l'épouse en question appartenait à l'homme, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de crime d'agression entre époux. La nouvelle définition fait encore mieux, c'est qu'elle définit cette activité sexuelle sans consentement comme une forme de violence. Et ça, c'était relativement nouveau. Et la pénétration n'est plus le seul critère. L'agression sexuelle est beaucoup plus large que seulement la pénétration. Je veux citer Flora MacDonald, une vieille députée qui était une femme d'une grande sagesse, qui disait « Une agression sexuelle est avant tout un acte de violence et non pas un acte de passion, que c'est une agression où l'organe sexuel mâle est utilisé comme une arme. » Alors, est-ce qu'on peut penser que grâce à ces lois qui ont été renforcées, qui ont été peaufinées, la violence envers les femmes a diminué? C'est absolument impossible à mesurer, car on estime que seulement une agression sur 10 est dénoncée. En plus, ce sont des statistiques vraiment difficiles à interpréter, parce que quand il y a plus de cas de violence qui sont rapportés, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de violence ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui dénoncent la violence? Alors ça, c'est absolument impossible à savoir. Alors c'est pour ça que vous allez voir sur les réseaux sociaux toutes sortes de chiffres. Mais quand même, on s'est entendu pour parler des cas dénoncés à la police. Et dans ce cas-ci, vous voyez, en 2013, on a eu 5500 dénonciations d'agressions sexuelles. Là-dessus, 97% des présumés agresseurs étaient des hommes. 80% des victimes étaient des femmes. Il reste un 20%, c'est surtout des garçons et des jeunes adolescents, et il y a 3% d'hommes. Donc, vous voyez qu'il y a un assez grand déséquilibre dans ces chiffres, et c'est un peu la même chose dans le contexte conjugal. On a enregistré presque 19 000 crimes contre la personne en 2013, et les victimes sont des femmes à 79%. Ce qui est peut-être important de préciser dans la violence conjugale, c'est que de mon point de vue, on a fait des progrès assez importants dans ce domaine-là. Certains d'entre vous sont trop jeunes pour se rappeler des premières campagnes qu'il y a eu à la télévision contre cette forme de violence. Il y a eu beaucoup de campagnes, on a dépensé beaucoup de sous, et je vous dirais qu'aujourd'hui, la violence envers un conjoint n'est plus acceptée socialement. Au début, quand le Conseil du statut de la femme est né, en 1973, je parlais à la première présidente qui me disait « La première fois que j'ai osé parler de violence conjugale dans une salle, publiquement, on m'a traité de tous les noms parce que c'était un sujet privé dont on n'avait pas le droit de parler publiquement. » Et ça fait 40 ans de cela. Alors, les choses ont quand même changé. Mais je vous donne ces chiffres-là pour que vous voyez que cet enjeu de la violence est un enjeu systémique
qui dépasse les droits individuels garantis par la Charte. Pourquoi des hommes se sentent-ils le droit d'imposer leur pouvoir sur des femmes par le biais de l'acte sexuel? Si vous suivez le moindrement l'actualité, vous savez qu'on est en attente d'un verdict sur le cas Yann Ghomeshi, accusé d'agression sexuelle envers 3 femmes. On voit que dans ce cas-là, les femmes ont gardé le silence trop longtemps. Malheureusement, elles ont été très mal préparées par la couronne. Elles n'ont pas tout dit au bon moment, sans doute parce qu'elles avaient honte. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est avant de juger trop vite de qui a raison, qui a tort dans ce procès, rappelons que les zones grises dans les relations sexuelles sont nombreuses. Ces femmes avaient devant elles un prédateur allégué, bien sûr, il n'y a pas eu de jugement, bien organisé, qui conservait tous ses courriels, qui était bien représenté et qui a démoli la crédibilité des 3 présumées victimes en s'en prenant, comme on l'a dit tantôt, aux questions morales. Ils n'ont pas été fouillés dans leur passé sexuel parce que ça, c'est interdit maintenant dans les tribunaux, mais on a fait le tour de ces victimes pour bien montrer qu'elles n'avaient pas tout dit et que moralement, on pouvait questionner leur comportement. Donc, ce procès n'a rien de classique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a lancé un grand mouvement qui s'appelait en anglais « Being Raped, Never Reported » et « Agression non dénoncée ». Vous avez probablement vu la déferlante sur les réseaux sociaux de femmes et d'hommes aussi qui ont dénoncé une agression. Malheureusement, les statistiques montrent, ou enfin, il n'y a pas encore de statistiques, mais on a parlé à assez de CALAX et de groupes pour savoir que malgré ce mouvement-là, il n'y a pas eu plus de dénonciations à la police, donc pas plus de femmes qui font suffisamment confiance aux tribunaux pour porter leur cause en justice. Donc l'incapacité du droit à répondre à un problème systémique comme celui de la violence sexuelle est patent, à mon avis. Bien sûr, la preuve est difficile à établir quand les actes se produisent dans l'intimité. Mais que faire à ce moment-là? Certaines féministes avancent l'idée d'une justice réparatrice différente, particulièrement dans les cas où il y a des zones grises, une incompréhension des signaux du partenaire, une volonté d'obtenir des excuses sincères. Il faut faire attention au dérapage, comme vous le savez, quand on sort du droit. Mais je vous donne un exemple qui m'a interpellée, que tout le monde ne pourrait pas faire, mais qui était quand même un bel exemple de comment on peut régler de façon un peu plus rapidement un cas de harcèlement. Je ne sais pas si vous avez lu récemment la députée de Charlevoix, Caroline Simard, en fait ça fait quelques mois quand même, qui s'était fait littéralement écraser un sein, par exprès d'ailleurs, par un homme d'affaires lors d'un cocktail. Il s'était approché d'elle et avait vraiment tripoté le sein. La députée a exigé des excuses publiques. Et le harceleur, qui s'appelait Daniel Gay et qui était un homme d'affaires de la place, je pense que ça a pris moins de 24 heures, a effectivement publié ses excuses, son identité et tout. Et pourquoi est-ce qu'elle savait qu'elle obtiendrait ses excuses, la députée? Parce que c'est un petit milieu, Charlevoix. Alors, beaucoup de gens avaient vu Daniel Gay se livrer à ce tripotage pas très glorieux. Et comme tout le monde était un peu soupçonné qui était l'homme d'affaires qui avait fait ça, il a dû se faire un petit peu dire par les autres qu'il était temps qu'il se nomme. Alors donc, cette question-là s'est réglée, évidemment, beaucoup plus facilement que dans les tribunaux, et la députée avait l'air fort satisfaite du règlement qu'elle avait obtenu. Donc, une dénonciation, dans ce cas-là, le harceleur s'était lui-même dénoncé et avait présenté des excuses. Donc, sur cette question-là, enfin, de la violence, je vous dirais que c'est intéressant et vous avez dû lire là-dessus cette semaine. La question du consentement est en train d'évoluer. En cours, en vertu de la jurisprudence, ce qu'on dit, c'est que le consentement sexuel doit être clair, pas forcément explicite, et on admet qu'un partenaire peut croire de bonne foi qu'il y a eu consentement. Dans la société, et particulièrement, nous, on donne beaucoup d'allocutions sur ces questions-là à des jeunes, on est rendu plus loin que cela. Avant, c'était non, c'est non. Maintenant, ce qu'on dit aux jeunes, c'est qu'il faut aller chercher un consentement, un oui explicite, à chaque étape de la relation sexuelle. On peut retirer son consentement à n'importe quel moment.
Comme vous le voyez, c'est un sérieux changement dans les relations femmes-hommes. On ne peut plus se contenter de quelqu'un qui ferme les yeux et qui ne dit rien et qui n'a aucun signe apparent de plaisir ou de déplaisir. Surtout si elle est inerte, saoule ou toute autre forme de drogue, c'est pas le bon moment. Donc, la question du harcèlement sexuel illustre aussi cette vulnérabilité des femmes. Et là-dessus, vous le savez, le Québec a une loi, qui est le Québec a été un pionnier dans la matière avec sa loi qui a été passée il y a 12 ans sur le harcèlement psychologique. Ce qu'on peut dire quand on regarde les statistiques de la Commission des normes, c'est qu'en effet, beaucoup de gens ont recours à la loi, beaucoup de gens déposent des plaintes. 7% des plaintes en HP, en harcèlement psychologique, sont des plaintes d'agression sexuelle, mais encore là, comme souvent les choses se font un à un et qu'il n'y a pas de témoins, 40% des plaintes sont rejetées, la plupart se règlent avant d'aller vraiment devant le tribunal. Ce qui ne veut pas dire que le mécanisme ne marche pas, parce que l'idée aussi, c'est d'éviter que ça se fasse sur une trop longue période. Toutefois, on voit ça d'un côté, une loi extraordinaire, et il y en a d'autres dans les provinces, et on voit des cas comme celui de Marcel Aubu, et c'est un peu difficile de réconcilier les deux. C'est-à-dire que pourtant, alors qu'il y a toutes les lois nécessaires pour arrêter le comportement de prédateurs, pendant 7 ans, Marcel Aubu a pu harceler ses employés, aussi il y avait des athlètes, des journalistes, sans que personne ne tire la sonnette d'alarme, sans que personne ne dénonce. Alors vous avez vu, quand il a dénoncé, ça a été la pluie de dénonciation, mais c'est quand même incroyable que pendant 7 ans, on supporte ça. Pourquoi? Évidemment, c'est un homme de pouvoir, on le sait. C'est un homme qui emmenait large, qui était important pour le CIO, mais ça vous montre à différents degrés que la dénonciation n'est pas toujours simple, même quand les gestes sont patents. Ce qu'on dit en termes de statistiques, c'est qu'au moins une Canadienne sur 3 a été victime de harcèlement sexuel au travail à au moins une occasion. La discrimination au travail, maintenant. Autre dossier intéressant qui oppose, ou tout au moins où il y a le droit et où il y a la réalité. Le questionnement intéressant, c'est que les femmes font-elles encore l'objet de discrimination sur la base de leur sexe au travail, ce qui est interdit, bien sûr, en vertu des chartes. Eh bien, je ne sais pas si vous avez lu cette semaine cette histoire assez croustillante dans le Journal de Montréal, où 2 plâtrières se sont fait congédier. Oui. Littéralement congédié, et le contremaître qui l'a fait a dit « écoutez, on trouve ça vraiment un peu trop compliqué d'avoir des femmes sur le chantier. Alors, bref, au revoir. » Et ce qui a été, soulageant après cet acte légèrement, évident, là, on n'est pas dans la subtilité, c'est que le contremaître en question a été renvoyé, l'entreprise a pris la parole, le patron l'entreprise qui menait le chantier aussi. Donc, bref, tout le monde s'est excusé. Le contremaître est parti. Il ne sera jamais réembauché par l'entreprise qui supervisait le chantier. Mais reste que, de façon patente et presque un peu caricaturale, ça montrait bien les problèmes que les femmes peuvent avoir sur les chantiers de construction. On a écrit un avis là-dessus. En 2012, il y a 1,5% de femmes dans les chantiers de construction là, par rapport aux hommes, donc elles ne sont pas très nombreuses, et elles sont régulièrement victimes de harcèlement. Souvent, on met fin à leur emploi avant ceux des hommes, mais évidemment, c'est assez difficile à prouver que c'est parce qu'elles sont des femmes. Elles se taisent, elles ne dénoncent pas parce qu'elles veulent être réembauchées sur d'autres chantiers. Vous voyez qu'il y a plusieurs employeurs et donc ça complique les choses. Et essentiellement, pour survivre dans ce milieu-là, il faut que ce soit des super femmes, puis je vous dirais, il faut que ce soit presque des hommes. Il faut qu'elles rentrent dans le moule. Donc, dans ce cas-là, on est quand même au Québec dans une société assez avant-gardiste parce que la Commission de la construction du Québec a mis sur pied un programme d'accès à l'égalité. On essaye de faire mieux. Il y a donc des efforts. Mais il faut comprendre que les syndicats étaient complices de cet état de fait avec les femmes, parce que ce n'est pas particulièrement simple pour un syndicat de prendre parti quand le harceleur est un syndiqué
et la femme harcelée est une syndiquée. Alors, on a eu plusieurs cas où ces histoires passaient sous le tapis, où personne ne dénonçait. Alors, on a beau avoir des lois, si personne ne les utilise, on ne va pas très loin en termes de discrimination. Et cette discrimination peut se retrouver aussi dans des tests trop difficiles, vous le savez sans doute, pour les métiers comme pompière, policier et tout. Il y a eu un jugement d'ailleurs en Colombie-Britannique assez intéressant. C'était une pompière, ça faisait 3 ans qu'elle travaillait dans la forêt et tout allait bien et on lui a fait passer un test 3 ans après son entrée en emploi, un test d'ailleurs qui était de capacité aérobique. Elle ne l'a pas passé. Et le tribunal a jugé qu'elle n'avait pas besoin d'une telle capacité aérobique pour effectuer son métier. Donc, de temps en temps, on gagne des causes comme celle-là. Mais c'est assez complexe dans des métiers traditionnellement masculins pour les femmes de faire leur place. Il y a de grands succès, comme les policiers à Montréal. 40% de femmes policières maintenant. On entend dans les couloirs, et ça m'est arrivé d'entendre des officiers dire « Ouais, là, on commence à avoir un problème parce qu'on n'est pas capable, quand il y a des manifs d'étudiants, d'être assez fort sur nos lignes pour pas qu'on passe à travers nous autres. » Bon, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? J'en sais rien. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu un programme suffisamment fort dans la police pour faire entrer des femmes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination. Il n'y a pas encore suffisamment de femmes dans les hauts gradés, mais on avance très bien. Dans d'autres domaines, l'armée, je n'ai pas besoin de vous en parler, vous avez lu là-dessus, c'est très, très, très difficile. Les pompières, extrêmement difficiles, parce que là aussi, c'est les fameux tests d'entrée. Sont-ils ou non trop difficiles? Il y a une pompière avec qui on est en contact au Conseil du statut de la femme, qui est devenue professeure, qui maintenant fait toute une croisade pour essayer de trouver le test non discriminatoire, c'est-à-dire ce qu'on a besoin comme force pour être pompier, mais pas supérieur à ce qu'on a besoin. Alors, donc ça, c'est quand même relativement difficile à faire. Donc, autre forme de discrimination très difficile à prouver, c'est celle qui s'exerce à l'endroit des femmes ayant des enfants ou étant en âge d'en avoir. Le nombre de plaintes à la CDPDJ est minime, mais est-ce que cela dit tout? Comment prouver qu'un employeur, consciemment ou inconsciemment, va préférer un jeune homme plutôt qu'une jeune femme d'égale compétence, car il sait que la candidate est susceptible de prendre 1, 2 et qui sait peut-être 3 congés parentaux, d'une durée de 1 an. Donc, plusieurs facteurs jouent dans une entrevue d'embauche et il y a très peu de candidats déçus qui poursuivent dans ces cas-là parce que comment prouver que c'est cela qui a joué? Il est indéniable aussi que pour des petites entreprises, ces congés sont difficiles à gérer. Dans son livre publié hier et intitulé « Qui s'occupe du souper ?», la journaliste Nathalie Collard écrit qu'une chasseuse de tête lui a fait des confidences plutôt navrantes. Alors, les gestionnaires hésitent à embaucher une femme qui est en âge de procréer. On aimerait que les femmes s'engagent à ne pas avoir d'enfants pendant quelques années. Vous savez que c'est illégal de demander à une femme si elle veut avoir des enfants ou si elle a des enfants dans une entrevue de sélection. Mais attendez de voir. Alors, vous êtes mieux de préparer vos stratégies parce que ça arrive. Et quand ça n'arrive pas, des fois, on est jugé juste sur le fait qu'on est femme. En Grande-Bretagne, des sondages indiquent que 70% des agences de placement se font demander par leurs clients d'écarter les candidates en âge de procréer ou enceintes. 45% des femmes salariées britanniques disent avoir subi de la discrimination ou un traitement défavorable au travail car elles étaient enceintes. Je ne veux pas vous décourager, là. La question n'est pas de faire ça, mais de vous dire qu'il existe des discriminations et qui sont très difficiles à prouver. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas et tout, mais sachez que ce n'est pas si simple. Alors, j'ai une assez belle solution, moi, à proposer, mais pour ça, il faudrait que la société change un peu. Je vous l'explique. On a donc un des congés parentaux les plus généreux, le plus généreux en Amérique du Nord, et parmi les plus généreux en Occident. Il y a le 5 semaines pour les hommes exclusivement, il y a le congé pour la femme qui se remet de ses couches, mais il y a aussi en tout et pour tout, on peut prendre jusqu'à 1 an de congé parental. Et quand vous regardez les statistiques, qui pensez-vous prend ce congé parental presque tout le temps? Les femmes. Pourquoi prennent-elles l'entièreté du congé qui s'appelle un congé parental?
Parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de stéréotypes, d'une part, où il peut y avoir le goût de prendre un plus long congé, j'en conviens, mais où ce n'est pas encore la norme que les femmes et les hommes, les pères et les mères, partagent moitié-moitié le congé parental. Parce que si c'était la norme et que le congé parental était partagé moitié-moitié, comment les employeurs pourraient-ils exercer une discrimination, puisqu'ils auraient devant eux des jeunes femmes et des jeunes hommes qui prennent tout autant de congés parentaux? Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on évolue vers une société plus égalitaire, parce que ça aussi, ça peut diminuer la discrimination. Je sais, je rêve, mais qui sait? Puis là, on va m'opposer les arguments essentialistes, mais non, ce sont les femmes qui allaitent, mais non, c'est traditionnel, ce sont seules les femmes qui sont capables de faire ça, mais non. On peut allaiter, bien sûr, pendant 6 mois, on n'a pas forcément besoin d'allaiter pendant 2 mois, mais aussi, pendant 2 ans, mais aussi, ce que je vous dirais qui est très important, c'est que toutes les études montrent que quand les hommes, les jeunes pères, s'occupent seuls de leur enfant à la maison, là, pas qu'ils tendent le biberon à la femme, là, qui sont seuls à s'occuper de l'enfant, du ménage, de la porte qui sonne, tout en même temps. Là. Quand ils font ça, ils sont bien meilleurs après, tout le temps. Tout le temps que l'enfant grandit, ils deviennent des pères qui font plus de tâches domestiques et donc c'est l'intérêt de tout le monde de partager. Et ça, je dis ça aux femmes qui pourraient penser que le congé leur appartienne. OK, prenez-le au complet, le congé. Mais après, vous allez encore être dans une situation où vous allez en faire plus. Donc, on a intérêt à faire un partage plus équitable. Parce que l'inégalité des tâches ménagères demeure. Ça s'améliore, mais ça demeure. Les mères de jeunes enfants consacrent en moyenne 5,4 heures par jour. Jeunes enfants, c'est enfants qui ne sont pas encore à l'école. Donc, 5,4 heures par jour pour s'occuper des soins domestiques, des soins aux enfants. Ça, c'est les femmes. Les hommes, c'est 4,2 heures. Donc, les hommes augmentent, on s'entend, mais les femmes aussi, l'écart reste le même. Ce qui est un peu bizarre, là, c'est probablement aussi parce que les femmes jouent davantage avec leur enfant qu'à une autre époque. À une époque, on s'occupait davantage de la domesticité sans consacrer autant de temps aux enfants. Mais ça fait quand même 1 heure et plus de différence par jour. Ça, au bout d'une année, ça fait 365 heures. Alors, la question n'est pas de garder un chronomètre entre vous deux, puis de décider qui fait quoi, mais c'est de penser à ces choses-là, parce que ça a des conséquences importantes sur la carrière de l'un et l'autre. Et après avoir lu pendant 4 ans sur ces questions-là, j'en suis venue à cette idée que, bon, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'articles aux États-Unis où on disait « Women can't have it all », on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être avec ses enfants à 100%, puis dans une carrière à 100%. L'idée, dans un couple, l'idée, c'est de bien choisir son conjoint. Et donc, de pouvoir avoir des périodes, quand vous avez une famille, où il y a davantage l'un qui se consacre plus à sa carrière, moins à la famille, et l'inverse quelques années plus tard. Parce que si c'est toujours un des conjoints qui fait tout ce qu'il veut dans sa carrière et qui fait moins de sacrifices, ça devient difficile au niveau du couple. Alors l'idée, c'est on ne peut pas tout avoir en même temps, mais on peut tout avoir le long d'une vie à différents moments. Rapidement, là, j'en suis où en termes de timing? OK. Alors, autre sujet, union de fait versus le mariage. Autre sujet intéressant pour vous, qui est dans la génération de l'union de fait. Parce qu'il y a encore une majorité, si on prend tous les âges confondus, une majorité de Québécois qui sont mariés, mais chez les jeunes femmes de 25 à 35 ans, c'est, si je me rappelle bien, les 2/3 de ces jeunes femmes, les 2/3 des jeunes femmes vivant en couple et qui ont entre 25 et 35 ans vivent en union de fait. Donc maintenant, l'union de fait, c'est la majorité des jeunes par rapport au mariage. Alors, ce changement social important, c'est-à-dire le fait qu'au Québec, on a rejeté le mariage de façon absolue, à grands coups de balai, ça a une importance et ça a des conséquences juridiques importantes. Parce que le mariage est une institution qui a été très longtemps, entre guillemets, patriarcale, mais à force, encore là, de lutte, les femmes ont obtenu quelque chose de très important qui s'appelle, que vous avez probablement vu dans vos cours, le patrimoine familial. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous êtes marié en bonne et due forme, civilement ou religieusement, là, la question n'est pas là,
et que vous vivez un grand bout de temps ensemble et que vous avez des enfants, une femme qui a sacrifié davantage sa carrière que l'homme, c'est encore, je le dis de cette façon-là parce que c'est encore majoritairement ça, sauf que c'est en train de changer. Là. Je ne veux pas avoir l'air de ne pas dire ça, puisque 30% des hommes maintenant gagnent moins que leur conjointe. Donc, on n'est plus dans un 100%. Là. Ça veut dire qu'il y a encore 70% des hommes qui gagnent plus que leur conjointe, mais il y a 30% des femmes qui gagnent plus. Donc, peu à peu, la situation se redresse, disons-le. Je t'ai rendu... Ah oui, c'est donc le mariage garantit ce qu'on appelle le partage du patrimoine familial. Les choses vont plus, vous vous séparez, le partenaire le plus vulnérable, en fait, les deux se partagent à part égale le patrimoine familial accumulé pendant l'union. Donc ça, c'était, dans les années 80, une façon extraordinaire de protéger les femmes qui avaient passé leur vie au foyer, à élever, à torcher, à tout faire pour que l'homme ait une super carrière. Et là, elle se retrouvait avant ça avec rien, là, s'il y avait une séparation. Donc, le patrimoine, c'est devenu obligatoire et le mariage implique ça maintenant. Mais alors, qu'en est-il de tous ces jeunes qui s'en vont en union de fait, où il n'y a aucune protection pour les membres du couple? Il y a une pension alimentaire pour les enfants s'il y a séparation, mais zéro protection. Qu'en est-il de ces couples-là? Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des sondages et tout, les femmes et les hommes, les jeunes disent « Oh non, on n'a pas besoin de penser à ces questions-là, ça va bien aller, pourquoi signer un contrat de vie commune? Nous, on s'entend, tout va bien. » Mais la réalité, c'est que parfois, on ne s'entend plus. Et il y a pas mal d'histoires assez terribles du conjoint le plus vulnérable, c'est comme ça que je l'appelle, celui ou celle ou celui qui a donc fait des sacrifices pour la famille, qui a moins d'argent dans son compte en banque, qui n'a pas la maison à son nom, et qui se retrouve plus rien. Donc, nous, on a proposé au gouvernement, et la ministre a dit jamais, il n'y en est pas question, mais en tout cas, c'est ça qu'on fait, un conseil, on propose des choses, puis parfois on nous écoute, parfois on ne nous écoute pas. On a dit qu'il fallait une protection pour les gens en union de fait qui vivaient ensemble depuis 2 ans, et on a proposé ce qu'on appelle le droit de retrait, opting out, ce qui existe déjà en Colombie-Britannique, c'est que si les 2 partenaires veulent se soustraire d'une telle protection, ils peuvent le faire en allant ensemble chez le notaire. Donc, de cette façon-là, on protège les plus vulnérables d'office et le droit de retrait existe quand les 2 sont d'accord. Et pour nous, c'est un système qui protège davantage la partie la plus vulnérable du couple. Finalement, discours haineux envers les femmes. Le projet de loi 59, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est en ce moment discuté à l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment un cas très intéressant pour les féministes. Donc, le projet de loi 5, donc rappelons, commençons par le début. En ce moment, quand il y a de la propagande haineuse, on peut faire une poursuite en vertu du code criminel. Pour propagande haineuse, ça s'est fait beaucoup, propagande haineuse contre les Juifs, contre les groupes religieux particulièrement. Mais comme vous le savez, pour le code criminel, le fardeau de la preuve est important, très important. On n'avait pas au Québec d'outils au plan civil, autre que celui de la diffamation, pour condamner le discours haineux. Et le projet de loi 59 est venu répondre à cette absence d'outils au niveau civil pour répondre à ce discours haineux. Pourquoi ça intéresse les féministes? Pour plusieurs raisons. Parce que, vous savez, on parle en ce moment beaucoup de radicalisme religieux, d'extrémisme religieux, et il faut comprendre que ces groupes radicaux ont une vision des femmes, assez archaïque pour le moins, là. Mais donc, tout ça est projeté dans les médias sociaux et il y a aussi, à cause de la multiplicité des interventions sur les réseaux sociaux, beaucoup de propos dégradants et tout, mais il y a aussi des choses à la limite d'un discours haineux contre les femmes. Évidemment, de mon point de vue, de féminisme. Donc, l'outil pour nous semble intéressant. Bien sûr, il y a toute une controverse en ce moment, et vous avez dû l'entendre, les tenants de la liberté d'expression disent « c'est l'horreur, on ne sera plus capable de parler au Québec, vraiment, c'est terrible », particulièrement les belles radios poubelles de Québec,
qui disent on va nous fermer la bouche, on ne sera plus capable de rien dire. Mais quand vous regardez le fameux projet de loi 59, on précise quand même, dans un ajout qui a été fait et qui est proposé, est un discours haineux, un discours qui, aux yeux d'une personne raisonnable, est d'une virulence ou d'une extrême telle qu'il est susceptible d'exposer le groupe à la marginalisation ou au rejet, à la détestation, au dénigrement ou à l'aversion, notamment pour que ce groupe soit perçu comme étant illégitime, dangereux ou ignoble. Bref, c'est pas n'importe quoi qui peut être considéré comme haineux. Donc nous, de notre point de vue, on est pour. On a dit bien sûr que la liberté d'expression a beaucoup servi les femmes, parce que nous aussi, le féminisme s'est développé grâce aux médias sociaux. Vous le savez, il y a plusieurs sites intéressants. Je pense à Je suis indestructible et toutes sortes d'autres sites. Donc, ça nous a donné la parole aussi, les médias sociaux. Mais ce qui se passe, c'est que ça donne aussi la parole à des masculinistes, à des gens qui en veulent aux femmes pour toutes sortes de raisons. Et si on a des outils pour combattre la propagande haineuse contre les groupes religieux, on se dit qu'après tout, les femmes constituant la moitié de la population devraient elles aussi pouvoir avoir un outil quand on va trop loin en termes de liberté d'expression. Et il y a des cas intéressants là-dessus, mais celui que je pourrais vous donner, dont on a discuté tantôt avec votre professeur, c'est celui de Roche 5 ou Roche 5? Roche V, qui est un Américain assez peu plaisant, qui a essayé à 2 reprises de venir au Québec pour nous parler de ses formidables idées. Et une d'entre elles est que quand une femme, quand il y a viol dans une résidence privée, ce n'est pas un viol. Parce qu'on est dans une résidence privée, dans un lieu privé où la femme n'avait pas à venir. Donc, c'est à elle d'être responsable et tout ce qui est supposément agression sexuelle dans une résidence privée ou dans un lieu privé ne devrait pas être passible d'aucune sanction. Donc, évidemment, est-ce que c'est une incitation à l'agression, ce genre de propos? On peut le penser. Finalement, il n'est pas venu ou il est venu discrètement. L'hôtel qui devait l'accueillir ne l'a pas accueilli parce qu'il y a eu pas mal de protestations. Et comme c'était un étranger, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu le soumettre à nos propres lois. En tout cas, il aurait fallu l'arrêter et ça aurait été un peu compliqué. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins un instrument pour pouvoir intervenir quand vraiment on déraille. Alors voilà l'ensemble des choses que je voulais vous dire sur plusieurs sujets, comme vous avez vu. Ça fait quand même longtemps que je parle. Et je suis sûre que vous avez des questions.